Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur la gestion de la relation client. Mon nom est Josée Hamelin, je suis rédactrice en chef du magazine Autojournal. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Yannick Jonf. Yannick, elle est présidente de Consultant Y Jonf et depuis, elle est aussi chroniqueuse pour Autojournal. Donc aujourd'hui, on va se demander comment bâtir dès le départ une relation à long terme avec le client parce qu'on sait qu'il est de plus en plus sollicité. Je vous invite tout au long de cette présentation à nous poser vos questions sur Internet et ça nous fera plaisir d'y répondre tout au long de la présentation. Bonjour Yannick. Bonjour Josée. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet si tu le veux bien. Parfait. Puis on va se demander comment on bâtit ça, une relation durable avec le client, puis aussi est-ce que le client d'aujourd'hui il est moins fidèle que celui d'avant? Écoutez, il y avait une étude qui a été faite en 2015 sur à peu près 24 000 répondants sur 34 pays, dont 1215 au Canada. Puis les résultats disaient que 52 des clients sont susceptibles de changer d'une entreprise à une autre. C'est été fait sur 10 ans, en fait. Puis 40 des clients sont très satisfaits des entreprises, mais 28 sont fidèles. Donc, il est évident qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et sur les infidèles, stipulant que 59 des gens le sont par question de prix. Mais selon l'étude, il disait que c'est un peu paradoxal, que ce n'est pas nécessairement par le prix que les clients ne sont pas fidèles. Il y a trois raisons fondamentales. La première, c'est le délai d'exécution tant à répondre aux requêtes des clients. Le deuxième, c'est le temps d'attente pour tous les processus. Puis le troisième, il disait qu'on n'avait pas écouté leurs besoins. Donc, si on résume pour est-ce qu'il est difficile de fidéliser les clients, oui, c'est difficile, mais avec un bon service à la clientèle puis une constance, ça devient un petit peu plus facile. Et surtout avec tous les processus TI qui existent, moi, je pense qu'il est possible de fidéliser un client sur leur cycle d'achat et que ce soit pour plusieurs autres cycles d'achat subséquents. Puis justement, en 2018, comment est-ce qu'on jette les bases d'une relation saine? Comment est-ce qu'on établit ça? En 2018, en fait, si on connaît les attentes puis les besoins des clients, donc les préférences de chacun des consommateurs qu'on a dans notre système informatique, on peut les suivre selon les besoins puis les attentes de chacun d'eux. Donc, moi, je pense qu'en 2018, ça va très vite. Hein? Les outils de gestion, il y a plusieurs outils qui s'offrent à nous. On le sait, bon, texto, courriel et tout. Je pense que suivre le client selon ce qu'il demande va être la clé du succès pour les prochaines décennies. Puis, on parlait tout à l'heure de répondre par texto. Est-ce que si je réponds par texto, c'est un logiciel qui le fait ou je peux le faire de mon téléphone personnel? Non, les organisations doivent éviter le fait que le personnel soit sur leur téléphone personnel, en fait. Ça a une mauvaise perception, mais c'est des outils de gestion CRM qui sont adaptés au DMS, qui envoient des textos automatisés ou bien chaque personne peut texter. Donc, le personnel peut texter via son ordinateur sur place. Et puis, justement, c'est un petit peu drôle que vous me posiez cette question-là parce que plusieurs exemples, conseillers techniques, conseillers des ventes, textaient avant avec leur téléphone personnel. C'est la raison pour laquelle les concessionnaires ont adopté un texto, justement, pour pas que le personnel soit sur leur téléphone personnel. T'sais. Donc, voilà. Donc, je pense que les textos, c'est rapide, c'est efficace, mais avec respect de préférence de client, puis être à son poste de travail et texter via son ordinateur fixe, c'est mieux que de texter de son téléphone personnel. Puis, on en parlait tantôt, ça peut éviter tout ce qui est des fautes d'orthographe en envoyant des messages qui sont déjà préétablis. Tout à fait. C'est justement ça qu'ils regardent en ce moment parce que les textes sont déjà prédéfinis, donc il est plus facile pour quelqu'un qui va envoyer un texto rapidement, surtout pour des leads Internet ou des leads de vente ou service qui sont déjà prédéfinis avec le nom du client, le modèle de la voiture, parce que parfois certains clients ont plusieurs voitures, donc c'est plus facile de les envoyer automatiquement comme ça. Puis, on parlait d'instantanéité, mais est-ce qu'aujourd'hui, je me dois, si je suis un concessionnaire, de répondre aux besoins du client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Comment je fais pour aller vers ce désir d'instantanéité-là du client? Il est évident qu'un client qui magasine à minuit le soir chez eux peut s'attendre à ce que le concessionnaire est fermé. Par contre, il y a des messages enregistrés automatiques qui stipulent que le concessionnaire est fermé. Puis, bon, bref, la réponse sera dans 48 heures, comme un peu les autres organisations. Mais on est un peu 24 heures sur 24 pour la prise de rendez-vous en ligne, les leads d'Internet, le magasinage et tout, mais on ne faut jamais oublier le fait qu'il y a toujours un humain qui doit répondre aux gens quand finalement le concessionnaire ouvre ses portes. Là. OK. Puis on parlait, bon, des fois, il y a de l'insatisfaction de la part de certains clients.
est-ce que ça se récupère, dans le fond? Comment on récupère une situation qui va dégénérer ou comment on évite que ça se produise? Bien, la première chose, c'est une situation qui dégénère, c'est de se poser la question pourquoi elle a dégénéré. Mais à défaut de ça, moi, je pense que quand on s'occupe du client, qu'on prend le soin de le contacter, d'écouter sa problématique, son opportunité qu'on appelle d'affaires, nous, dans le réseau, et de le suivre, bon, il se sent un petit peu en confiance, puis ça, c'est la priorité, en fait, s'il y a une situation qui dégénère. La deuxième chose, c'est on n'est pas obligé de tout donner au client, hein, juste du service. Juste lui expliquer les choses qui auraient dû peut-être être expliquées auparavant. Et la question qu'on doit se demander, c'est pourquoi la situation s'est dégénérée si on avait a priori, on s'était bien occupé du client a priori. Ça ne devrait pas arriver, que ce soit au service, aux pièces, aux ventes. La communication, la confiance puis l'engagement. Je m'engage à vous livrer, José, exemple, votre voiture à midi, vendredi. Bien, pourquoi je vous la livrais à 1 heure? Hein? Vous comprenez? Donc, l'histoire, c'est qu'il faut absolument respecter le temps du client, puis c'est un des points qui rend le client fidèle d'ailleurs. OK. Puis, on parle aussi souvent des BDC de relance pour réussir à faire le suivi auprès de la clientèle. Quel type d'employé ça va nécessiter sur un BDC de relance? Un BDC de relance, parce qu'on me demande souvent de passer des entrevues, ça peut être un homme ou une femme. L'âge, c'est pas important. On a des gens qui ont 18 ans, des gens qui ont 40, des gens qui ont 60. L'histoire là-dedans, c'est qu'on doit avoir quelqu'un qui est proactive, qui est créative, quelqu'un qui a une belle voix, quelqu'un qui fait un peu d'empathie, une personne qui aime les clients, qui aime le monde. À défaut, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'appels téléphoniques à faire, puis une gestion des outils technologiques. Donc, mais ça se forme, l'outil technologique. Donc, je pense que le savoir-être, c'est très important que cette personne l'ait. Le savoir-faire peut s'apprendre. Puis au niveau des ventes, des BDC des ventes, c'est évident qu'il faut vendre des voitures, répondre aux leads d'Internet. On doit être un petit peu plus vendeur au niveau des BDC des ventes, mais il ne faut pas oublier d'aimer le monde. Hein? Je pense que c'est quelqu'un qui travaille dans un service à la clientèle doit aimer le monde. Je pense que c'est une priorité. C'est la base. C'est la base, oui. C'est bon. Maintenant, on va parler de la relance, dans le fond, de relancer sans harceler, je pense que c'est possible de le faire. Mais combien de fois par année je devrais contacter mon client, puis par quel point de contact? On me pose souvent la question combien de fois je dois appeler le client. Il n'y a pas de nombre de fois. Hein. Si, exemple, toi, José, tu fais 20 000 kilos par année, tu viens une fois par année pour l'entretien, tu aimes ça qu'on t'avise des événements, que ce soit par texto, par courriel ou un appel téléphonique, si j'effectue les contacts que toi, tu désires avoir selon des cycles, pour le cycle de client numéro 1 qui serait toi, bien, je peux t'appeler 4 fois dans la semaine, je peux t'appeler 4 fois dans le mois aussi. L'idée, c'est que ce qui est drôle un peu, c'est que chaque département des pièces appelle pour la pièce reçue parfois, les ventes appellent pour la fin de location. Bon, bref, je pense qu'on a besoin d'une communication puis d'un genre de mobilisation des ressources et puis de focusser sur les vraies choses. C'est qu'est-ce qu'elle veut, José Amelin, dans sa vie, quand elle achète sa voiture? Est-ce qu'elle veut des contacts? Est-ce qu'elle n'en veut pas? Pour quel genre de contact? Confirmation de rendez-vous ou fin de garantie? Il y a plusieurs contacts qu'on peut faire. Avec le nombre, je pense qu'il n'y a pas de minimum et de maximum. C'est évident que laisser 4 messages pour un client une semaine, moi, je ne suis pas très pour ça. Je suis aussi contre le fait d'appeler et de ne pas laisser de message. Donc, je pense que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi j'appellerais 4 fois si j'avais les préférences du client pour le suivre? C'est ça qu'on devrait se poser comme question. Puis pour le suivre, justement, avant, on utilisait davantage le courriel. Là, je me rends compte que ça disparaît peu à peu. Est-ce qu'on va privilégier davantage le téléphone? Est-ce que ça se fait demander au client « Hey, donnez-moi votre numéro de cellulaire, je vais vous texter. Ça va être moins invasif. Vous allez pouvoir continuer votre travail. » Bien, c'est ce qui est fait en ce moment parce que les taux d'ouverture des courriels, a priori, avant, au début, là, il était à peu près de 65 à 70 %. On envoyait des courriels et il y avait des retombées immédiates, tu sais. Donc, maintenant, on réalise que c'est à 39 % jusqu'à 42 % d'ouverture parce que les mises à jour des dossiers informatiques ne sont pas faites. Donc, moi, je vous dirais que si un client veut un courriel, bien, on va rentrer un bon courriel. Donc, logiquement, on devrait avoir des taux d'ouverture de 80 %.
sur les courriels, de gérer la portion de ceux qui veulent des appels, puis de gérer la portion de ceux qui veulent des textes. Mais les textes, maintenant, on demande la permission. Et le logiciel, en fait, la première fois que vous recevez un texte, c'est écrit que si vous voulez un désabonnement, vous allez vous désabonner vous-même. Et même si j'allais remettre le téléphone dans le logiciel, vous ne recevrez plus de texto. Donc, moi, je pense que c'est un amalgame de téléphone, lettres, texto et courriel. Et on préconise en ce moment les textos, ce qui est plus rapide, mais on doit faire bien très attention pour ne pas envoyer trop de publicité au niveau des textes. Puis au niveau de l'outil qui me sert à gérer tout ça, comment est-ce que je m'assure justement que ma base de données est à jour? Comment est-ce que je peux former mon personnel pour m'assurer que, bon, c'est valable les informations qui sont consignées là-dedans? En fait, la clientèle active va passer cet hiver pour les pneus, on le sait. Hein. Donc, si les conseillers techniques demandaient, par exemple, de vérifier sur la facturation les adresses courriels et tout, bon, ça, ce serait dans le meilleur des mondes, mais ils sont très occupés parfois. Moi, j'opte des fois pour des stratégies. Faites un tirage, mettez des coupons, inscrivez le courriel du client, faites-le signer, faites tirer un rabais au service. Donc, vous allez avoir la majorité des courriels des clients. Puis après ça, bien, vous embauchez quelqu'un qui fait les mises à jour des dossiers informatiques pour ça. Mais c'est humain, hein? On doit vérifier, comme les grandes multinationales, à chaque fois qu'on appelle, ils nous demandent de confirmer notre adresse et notre courriel. Hein? On devrait commencer à faire ça dans l'industrie. Certains de mes clients le font vraiment régulièrement, mais si les informations du client ne sont pas véridiques, il va y avoir des problèmes qui vont arriver dans les 10 prochaines années. On ne sera pas capable de faire les suivis. Comment on pourrait le faire pour les rappels et c'est déjà... Tout à fait. On doit rejoindre le client la première fois qu'on tente de communiquer par ses préférences de contact puis par les données qui sont exactes. Parfait. Puis, au niveau de l'expérience client, parce qu'en concession, on ne cesse d'améliorer cette expérience client-là, mais il y a encore, malgré tout, des gens qui sont réticents à se rendre en concession. Pourquoi? Je pense que c'est une perception des consommateurs. À l'époque, ils pensaient que c'était plus cher chez les concessionnaires que chez les garagistes. Mais les concessionnaires se sont adaptés. Donc, ils ont baissé un peu leurs prix. Ils ont fait des prix au niveau des pneus qui sont imbattables. Les garagistes ont continué d'augmenter leurs prix. Donc, je connais des garagistes, par exemple, dans la région de Québec, qui sont plus dispendieux que les concessionnaires en soi. Donc, je pense que c'est au service à la clientèle d'expliquer ça aux clients. C'est évident qu'à la fin de la garantie, il y a des stratégies du manufacturier qui devraient être prises. Et puis moi, il y en a déjà qui le font. Donc, ils offrent un genre de taux forfaitaire à la fin de la garantie. Mais je pense que c'est question de perception et je pense que le BDC de relance devrait être en mesure d'expliquer aux clients ce qui se passe. Parce que c'est pas... les prix, si on les compare selon des études de marché, c'est pas plus cher chez les garagistes, chez les concessionnaires que les garagistes. C'est prouvé. Puis cette valeur ajoutée-là, il faut juste être capable de la vendre aussi. De la vendre, mais de l'expliquer au client. Après, c'est son choix d'aller où il veut, mais souvent, après ces explications-là, ils reviennent en concession. OK. Donc, le client est intelligent, il va comprendre. On n'est jamais mieux servi par son concessionnaire automobile, par le modèle exact. Hein? C'est évident que des fois, question de coût, on peut faire Il y a beaucoup de choses qui existent maintenant. Il y a des cartes, Visa d'entreprise, il y a plusieurs formes de cartes qui offrent aux clients si, exemple, ils veulent payer sur plusieurs mois. Mais moi, je pense qu'au bout de la ligne, sur 4 ans de location ou 6 ans, si on analyse les visites des clients au concessionnaire versus un garagiste, c'est pas plus cher. Ça s'équivaut. Ça s'équivaut pour la qualité. Et c'est le spécialiste qui connaît le mieux mon véhicule. Tout à fait. Puis au niveau de, maintenant, on a parlé du BDC de relance. Combien je devrais m'attendre à débourser si je souhaite en implanter un avec une ressource à l'interne? Bon, ça dépend de plusieurs facteurs. Hein, ça dépend. Si j'ai quelqu'un qui n'a pas d'expérience, puis j'ai quelqu'un qui a de l'expérience, est-ce que c'est une directrice de BDC? Est-ce que c'est un personnel de soutien? Qu'est-ce que la personne va faire? Mais moi, je pense que, je vous donne un exemple. Si vous donnez, par exemple, un montant forfaitaire de 13, 14, 15, on a possibilité de bonification aussi. Donc, ça varie beaucoup dans les BDC de relance, services et ventes. Donc, c'est difficile de donner une rémunération salariale, mais habituellement, les gens sont payés à l'heure et ils ont un système de bonification qui motive un peu les troupes. Là. Puis, est-ce que c'est un travail que je pourrais partiellement confier à ma réceptionniste?
Bien, c'est justement la raison pour laquelle on envoie à l'externe, c'est justement pour ça. La réceptionniste doit accueillir les gens, doit répondre au téléphone. Si la réceptionniste fait des appels sortants, ça devient un petit peu conflictuel. Donc, moi, je vous dirais que si on n'a pas le volume, bien, c'est mieux de le faire à l'externe que de donner ça à la réceptionniste. Par contre, ça dépend du volume toujours. Mais une réceptionniste, ça a un mandat qui est justement l'accueil. Donc, elle doit être disponible en tout temps. Puis quand on en a parlé brièvement, si la réceptionniste ne peut pas, si quelqu'un à l'interne ne peut pas le faire, que je n'ai pas les volumes, mais quand est-ce que je devrais le confier à l'externe? S'il manque de stabilité, exemple, le personnel roule, le volume n'est pas là, c'est pas assez, j'ai pas assez de volume pour avoir quelqu'un à temps plein, je le confierais en sous-traitance. C'est vrai que c'est mieux de faire un service à la clientèle en sous-traitance que de ne pas le faire du tout. Deuxième raison, la constance est très importante. Donc, si, exemple, il n'y a pas de constance, on peut penser sous-traitance. Puis la troisième, bien, l'amalgame des deux. Donc, en fait, souvent, les BDC de relance n'ont pas le temps de faire exactement toutes les tâches, donc on peut le confier à l'externe pour une portion des tâches. Moi, personnellement, je forme les gens pour qu'ils soient autonomes, mais si la sous-traitance fait le travail pour nous, on doit penser aussi d'avoir quelqu'un à l'interne qui est la communication, parce que des mauvaises listes font des mauvais appels. Hein? Et c'est parfait. C'est la même chose pour les listes de vente privée. Hein? Une mauvaise liste, c'est une mauvaise vente. Donc, la sous-traitance au niveau du service, s'ils ont des listes vraiment avec les informations requises, bien, ça va devenir un succès. Si les informations sont mal inscrites, ça va devenir un échec. L'idée. Il faut qu'il y ait une supervision dans tout ça, autant pour la personne en concession que pour la personne à l'externe. Tout à fait. Je pense que c'est un lien. C'est parfait. Maintenant, on va passer aux questions en rafale, puis aux questions du public. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi les principales erreurs qu'on fait au niveau de notre gestion de clientèle? Bien, la gestion de la clientèle, la première erreur, je pense, c'est question d'attitude. Hein? On perçoit les clients sans avoir, exemple, sans les avoir contactés pour savoir ce qu'ils aiment. Hein? On est souvent comme ça, nous, en fait. Les mauvaises entrées de données, les mauvais cycles de relance, les préférences qui ne sont pas inscrites, les mauvais numéros de téléphone, les mauvais courriels, les mauvais cycles, la communication avec les départements qu'on ne fait pas. Moi, je pense que si un concessionnaire automobile a de la communication interdépartement, ils ont les outils informatiques justement pour inscrire toutes les préférences de contact, c'est la clé du succès. Donc, moi, je pense que si on a des problèmes à ce niveau-là, ça sert à quoi d'avoir un BDC de relance si on est pas de relancer les clients, tu sais? On a une question qui rentre du web. Monsieur Lapointe qui nous demande si, de manière générale, on a tendance à tenir le client pour acquis. Certains concessionnaires le font, hein, d'autres ne le font pas. Comme on parle de... Premièrement, il faut sortir une liste, il faut extraire la liste du DMS, à savoir c'est qui nos clients fidèles pour les prendre pour acquis. Oui, je pense que oui. On les prend pour acquis, puis on développe plus au niveau des ventes pour vendre exactement des voitures neuves. Par contre, si on avait une liste de tous les clients fidèles qui font partie de l'entreprise, on préfère un cycle de relance adapté pour ces gens-là. À défaut de les laisser aller, on pourrait leur faire un cycle, exemple, de les appeler pour une courtoisie une fois par année, vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'on les prend pour acquis, mais certains ne le font pas. On doit développer constamment une nouvelle clientèle sans oublier celle qui nous a rendu où on est en ce moment. Il faut avoir de la reconnaissance. La reconnaissance et puis les remerciements. Appeler un client quand ça fait 4 voitures qui prend possession chez vous, dire « Bonjour, Mme Hamelin, c'est Yannick, je vous remercie de votre fidélité ». C'est gratuit faire ça. Hein? On n'a pas le temps, mais si on le prenait, je pense que ce serait très rentable à moyen terme. Justement, par rapport à la satisfaction, on a Mme Turgeon qui nous demande comment est-ce qu'on encourage les clients à nous donner des bons avis sans avoir l'air de les influencer. Bien, premièrement, on parle d'avis Google. Oui, sur Internet. Sur Internet, bien, si on a un client, par exemple, qu'on appelle le client après sa visite au service, on peut lui demander s'il a été satisfait. Et puis lui expliquer que s'il y a un Gmail, on sait que c'est Gmail qui met des Google Avis, qu'on apprécierait fortement s'il avait le temps de mettre un Google Avis sur le site Internet, juste par respect pour l'avoir rendu satisfait. Ça, c'est un. Les clients qui sont un petit peu plus difficiles à mettre des Google Avis, des fois, on fait des concours. Donc, on fait un tirage, je ne sais pas, moi, par exemple, on fait un tirage de 300 $ applicable au département de service si vous mettez un Google Avis positif. Hein. Donc, après, bien, on met une date limite, on fait le tirage et là, on peut s'attendre à avoir plusieurs Google Avis qui rentrent.
Donc, on n'influence pas, on incite parce que les gens contents ne se manifestent que rarement. C'est ça. On ne doit pas influencer les clients. Non. On doit juste leur demander de mettre un Google Avis. Mais si les gens sont satisfaits et qu'ils mettent un Google Avis, ils vont vous mettre une note, un 4 ou un 5. Soudoyer le client, c'est pas avantageux à court terme. Ça ne servira pas personne. Non, c'est mieux d'avoir plus de clients satisfaits pour mettre des Google Avis que de soudoyer les insatisfaits. Bon point. Maintenant, on a M. Vézina qui nous demande, est-ce que je devrais me concentrer sur un certain nombre de clients puis très bien les servir ou toujours vouloir me développer avec des conquêtes? Moi, je pense que segmenter vos clients, justement, pour mieux les servir, c'est bon. Donc, exemple, que vous allez extraire une liste de clients qui sont fidèles et qui viennent au service, exemple, il y a X mois, selon vos entretiens recommandés. Si vous les appelez, ces 50 clients-là, vous risquez d'avoir une vingtaine de rendez-vous. Hein? C'est mieux pour votre BDC de relance de faire moins d'appels puis d'avoir un haut taux de closing que leur donner 2000 noms puis d'avoir un taux de closing qui est minime, donc ce qui n'est pas motivant en soi. Mais parallèlement à ça, on doit développer aussi la nouvelle clientèle. Puis comment faire ça? En fait, bien, vous le faites aux ventes, mais au service, on doit mettre des relances ciblés aux gens qui passent une seule fois chez vous et connaître où ils ont acheté la voiture, ils ont-ils un terme de location, c'est-tu des financements, et vous pouvez les codifier dans votre DMS. Ça veut dire que vous allez pouvoir sortir des listes par la suite d'une relance qui est une relance hors du commun. Les concessionnaires qui vont réussir à faire ça, ils vont relancer les clients qui viennent qu'une seule fois chez vous, puis vous allez connaître ses préférences. Moi, je pense que vous allez pouvoir faire parallèlement les deux. C'est bon. Mais là-dessus, moi, je me demande, la question qui me brûle encore les lèvres, est-ce qu'on peut, oui ou non, le fidéliser toute sa vie? Bien, moi, je pense que oui. Je pense que j'ai beaucoup de concessionnaires qu'il y en a qui sont rendus à leur 7e voiture. Dépendamment des préférences, tout est question de respect, d'engagement, de préférence, de cycle de relance. Si on suit le client comme il veut se faire suivre par le moyen de communication, d'y offrir le bon produit, la bonne offre au bon moment, par le bon canal de communication, au bon prix, moi, je pense que c'est possible de le fidéliser à vie. S'il aime le produit, comprenez? Le service, là, ça n'a pas de prix. C'est ça qui fait que le client va devenir fidèle. Comme les 25 ans, on a des taux hypothécaires, on est 25 ans chez des... C'est 25 ans, nous on parle de 4 ans, des fois 3 ans, des fois 7 ans. Donc, fidéliser un client sur 4 ans, ça se fait très bien. Il faut juste le contacter selon ses préférences, puis d'avoir un respect, puis il faut que le client ait confiance au service à la clientèle, tout simplement. Ça me sonne comme le mot de la fin, mais voudriez-vous rajouter autre chose pour terminer? Moi, ce que je pense, c'est que le service à la clientèle va devenir la clé de réussite, puis la clé au niveau de la rentabilité des entreprises pour la performance organisationnelle des 10 prochaines années. Il vous faut absolument un service à la clientèle. Que ce soit à l'externe ou à l'interne, il faut absolument en implanter un. Ceux qui n'en auront pas survivront pas. Ça va être difficile, ça va être difficile. C'est difficile, et puis si on fait des perspectives sur les 25 prochaines années, il faut suivre les clients, il faut les remercier. Il y a trop, la concurrence est partout, hein? La concurrence est partout, ça le dit. Je pense que ça conclut très bien notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Yannick. De rien, merci à vous. Pour tout le monde qui nous avait regardé, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire sur la gestion de la relation client. Pour ceux qui l'ont manqué, je vous invite à aller le revoir sur autosphère.ca dans la rubrique événements. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui.